Notre perso principal, Arata Tuma, et son frère aîné, Ryu, vivaient avec leurs parents maltraitants et minables. Ils sont maltraités, mais dans tout, Ryu trouve toujours un moyen de prendre soin de son petit frère. Par exemple, Ryu s'interpose et se fait frapper à la place d'Arata. Plus tard, Arata parle à son frère de son rêve de devenir un pourfendeur pour pouvoir être un héros. Au lieu de se fâcher contre lui ou de le décourager, Ryu assure à Arata qu'il va soutenir son rêve de devenir un pourfendeur. À partir de ce jour, Ryu aide son frère à s'entraîner dur et à suivre un entraînement spécial. Tout a changé un jour, alors qu'ils étaient dans leur chambre et qu'une sphère dorée est apparue, signalant qu'Arata était sur le point de devenir un pourfendeur. Les frères s'étreignent avec enthousiasme. Mais juste au moment où Arata est sur le point d'attraper la sphère, son père minable apparaît et l'attrape. Il dit au garçon qu'il va s'occuper de la sphère dorée pour eux, mais Ryu essaie de défendre son frère. Son père le frappe avec colère à travers la pièce, déclarant que tout ce qui appartient à son fils lui appartient aussi. Leur père sort de la pièce en parlant de son plan de vendre la sphère, mais il promet de leur acheter quelque chose de bien pour la première fois de leur vie. Leur père va ensuite voir un jeune type riche, Goto Takatora, pour vendre la sphère pour la modique somme de 30 millions. Grâce à cela, Takatura est devenu un pourfendeur populaire. Ils ne l'ont su que lorsqu'ils ont vu Takatura brandir la sphère aux informations. Comme il n'y a qu'une seule sphère pour chaque élément au Japon, ils comprennent immédiatement que Takatura était celui qui était en possession de la sphère pour laquelle ils ont travaillé dur. Ryu est furieux parce que Takatura vit la vie d'Arata, et Arata le voit. Ryu décide alors qu'ils doivent rendre visite à Takatura pour essayer de récupérer la sphère d'une manière ou d'une autre. En un instant, les deux arrivent au bureau de Takatura, et ils ne perdent pas de temps, lui disant qu'ils sont là pour récupérer ce qui leur revient de droit. Takatora leur offre de l'argent, mais Ryu refuse, disant à Takatora que la seule chose que son frère veut, c'est la sphère. Réalisant que les deux sont têtus et ne veulent pas céder, Takatora leur demande de le suivre, affirmant qu'il y a quelque chose qu'il doit leur montrer. Il les conduit dans une pièce où il y a une fissure magique dans l'espace. Avant que les garçons ne sachent ce qui se passe, Takatora ferme la porte à clé derrière eux. Les garçons paniquent car ils savent qu'ils vont être possédés par l'énergie noire, ce qui finira par les transformer en bêtes magiques. L'énergie noire se dirige vers les garçons, et Ryu pousse son frère hors de son chemin. Il se fait frapper à la place, et Arata regarde l'énergie noire posséder son frère. Avant de se transformer en bête magique, Ryu dit à Arata de ne pas abandonner son rêve de devenir un pourfendeur. Arata tombe dans le désespoir quand il voit son frère devenir une bête magique, et il commence à s'en prendre à lui-même. Mais soudain, il se rend compte qu'il n'est pas en faute. Après tout, ceux qui ont égoïstement pris ce qui lui appartient sont à blâmer. Arata n'en croit pas ses yeux quand il voit une sphère qu'il a tant désirée apparaître juste devant lui. Sans se retenir, il tend la main vers la sphère, et elle fusionne avec lui, envoyant une vague de douleur qui accompagne la transformation dans son corps. Tout en criant et en essayant de garder sa raison, il voit une notification lui disant qu'il a reçu la protection du royaume des démons. De plus, il acquiert des compétences comme la lame d'ombre explosive, l'armure explosive et l'éclair explosif. Pendant ce temps, Takatora rit et se moque des deux, et il parle de son plan de les tuer pour monter de niveau. Takatora se vante de son statut élevé et du fait que les garçons ne sont que des paysans comparés à lui. Pour lui, il s'est occupé du problème, mais il ne savait pas qu'Arata traversait une transformation difficile. Lorsque la douleur finit par s'atténuer, Arata se rend compte qu'il a peut-être absorbé le pouvoir de la sphère. Il y pense encore lorsque son frère déjà transformé se précipite sur lui. Il écrase presque Arata, mais Arata se retrouve à bouger avant même que le coup ne puisse l'atteindre. Arata se rend compte qu'il a en quelque sorte esquivé le coup instinctivement, et son corps se sent même très léger. Il remarque également qu'il y a un écran de statut devant lui affichant son niveau, son numéro de statut, ses compétences et même une barre de HP. Comme tout est nouveau pour lui, il ne sait pas s'il est devenu un pourfendeur ou non. Il pense encore à tout cela lorsque son frère se précipite à nouveau sur lui. Arata crie de toutes ses forces en essayant de dire à son frère de ne pas se laisser consumer par le pouvoir de l'énergie noire. Arata assure à son frère qu'il va le sauver car c'est enfin son tour de le faire. Arata refuse de bouger, et juste au moment où la bête est sur le point de l'atteindre, elle s'arrête soudainement. Elle lâche un cri frustrant avant de briser le mur derrière eux et de s'échapper par là. Arata est choqué de voir cela, et il se rend compte qu'il pourrait encore rester un peu de son frère en lui parce qu'il a soudainement cessé d'attaquer et s'est enfui. Arata se rend compte que son frère sera tué par les pourfendeurs s'il le trouve. Il se rend compte que la meilleure chose qu'il doit faire est de retrouver son frère avant eux. Soudain, une fissure magique apparaît devant lui, et une bête terrifiante apparaît de l'intérieur de la fissure. La bête n'hésite pas et essaie de taillader Arata et de l'embrocher. Arata saute en arrière, esquivant le coup de poing de la bête, qui laisse une destruction dévastatrice dans son sillage. Arata essaie toujours de comprendre la situation lorsque la bête le frappe avec sa queue. Arata est envoyé voler, et il s'écrase contre le mur. La douleur envahit son corps avec la réalisation que la bête n'est pas à prendre à la légère. Arata conclut qu'il doit vaincre la bête rapidement pour pouvoir aller après son frère. Juste à ce moment-là, il se rend compte qu'il a acquis des compétences, comme la lame d'ombre explosive,
l'armure explosive et l'éclair explosif, qui sont tout encore au niveau 1. Réalisant qu'il est aussi un pourfendeur, Arata est rempli de la confiance nécessaire pour tenir tête à la bête qui attaque. Juste au moment où la bête charge vers lui, Arata libère l'éclair explosif. Cela libère une énergie noire qui envoie la bête voler. Arata essaie toujours de faire une pause lorsque la bête se précipite à nouveau sur lui. Avant qu'il ne s'en rende compte, il est projeté contre le mur et il commence à perdre le contrôle de son corps. Arata n'arrive pas à croire qu'il vient de réaliser ce qu'il a toujours voulu, mais il est soudain sur le point de mourir. Il se demande s'il va mourir sans rien faire de significatif, y compris sauver son frère. Juste au moment où la bête est sur le point de l'atteindre, Arata entre dans un état de flux avec une aura violet foncé tourbillonnant autour de lui. Il ouvre les yeux, et ils brillent comme ceux d'un vampire. De nulle part, la bête est touchée par plusieurs projectiles, ce qui la fait crier de douleur. Arata s'évanouit, et quand il ouvre les yeux, il voit la bête gisant morte devant lui avec plusieurs armes dépassant de son corps. Arata est choqué de voir cela et commence à se demander s'il a vraiment vaincu la bête. Il n'a aucune idée de ce qui vient de lui arriver, et le système lui notifie qu'il a atteint le niveau 3. Arata se rend compte qu'il est monté de niveau parce qu'il a battu la bête, ce qui signifie essentiellement que ses statistiques se sont améliorées. Cependant, il oublie de devenir plus fort ou non et décide de se concentrer sur la recherche de son frère. Il se lève et sort dans la rue, l'air mal en point. Takatora lui traverse l'esprit, et la rage d'Arata brûle plus fort avec la détermination qu'il ne pardonnera jamais à ce type pour ce qu'il a fait. Soudain, il perd le reste de ses forces et s'évanouit dans la rue. Pendant ce temps, Takatora est retourné dans la pièce pour vérifier si les frères sont morts, mais il n'a trouvé qu'un mur brisé et de la destruction partout. Takatora n'en croit pas ses yeux quand il voit cela car il ne s'attendait en aucun cas à ce que les frères soient capables d'échapper à son emprise. Plus tard, Arata se réveille de souvenirs qu'il a partagés avec son frère. Il regarde autour de lui et se retrouve dans un environnement étrange, qui s'avère être une infirmerie. La dernière chose dont il se souvient, c'est d'être allé à l'immeuble Godot et d'avoir combattu une bête. Soudain, il réalise qu'il a un frère qui s'est transformé en bête, et qu'il doit le sauver. Arata est sur le point de sortir du lit quand une infirmière apparaît soudainement dans la pièce, portant des articles médicaux et disant à Arata qu'il doit rester au lit. Arata bégaye, ne sachant pas quoi dire, et l'infirmière révèle qu'ils ont reçu un appel disant qu'il s'était effondré sur le bord de la route. Elle lui montre ses blessures, qu'il a subies en combattant la bête. Arata avait complètement oublié cela, mais les mots de l'infirmière ont ravivé sa mémoire. Arata demande ensuite à l'infirmière où il se trouve, et la dame répond qu'il est dans un poste de secours pour tueurs. L'infirmière ajoute qu'elle n'est pas novice en la matière, car les tueurs débutants ont tendance à trop réfléchir lors de leur premier combat, ce qui les conduit à l'hôpital. Arata est surpris de se retrouver dans un poste de secours, et il commence à se demander qui a bien pu l'y amener. L'infirmière dit ensuite à Arata de rejoindre une guilde et de se procurer un badge de tueur. Elle est sur le point de continuer à expliquer les avantages qu'il y a à rejoindre une guilde quand Arata la coupe court, lui disant qu'il doit se rendre quelque part. L'infirmière lui crie dessus comme sa mère, lui disant qu'il ne peut pas encore se déplacer parce qu'il a besoin de se reposer. Arata se rallonge alors sur le lit, et l'infirmière part bientôt, l'exhortant à l'attendre. Au moment où l'infirmière part, Arata sort du lit et se dirige vers la porte. À la porte, il entend des types parler de la bête magique qui est apparue près de l'immeuble Godot. Arata en déduit que la bête dont il parle est son frère. Il les entend également parler d'un tueur non identifié qui l'accompagne. Les types révèlent que ce sera un problème pour eux de gérer la bête si elle finit par entrer dans une fissure magique. Arata comprend immédiatement que la guilde traque son frère, et qu'il ne faudra pas longtemps avant qu'il ne le traque et ne le tue. Arata comprend immédiatement qu'il doit trouver son frère rapidement. L'infirmière retourne dans la pièce pour constater qu'Arata a disparu par la fenêtre. Arata court dans la rue, inquiet que son frère ne soit envoyé dans l'au-delà. Il se souvient qu'il parlait d'une fissure magique, et il en déduit que son frère pourrait être piégé dans l'une d'elles. Puisque c'est le cas, Arata décide qu'il doit vérifier toutes les fissures magiques possibles dans la région. Soudain, il entend une annonce au téléphone lui disant qu'une fissure magique est apparue dans la région d'Asaji, et il est conseillé aux civils d'évacuer. En raison du timing, Arata décide d'aller vérifier. Il arrive à l'endroit où se trouve la fissure et apprend qu'elle est de rang inférieur, le rang bronze. Il réalise qu'une barrière a également été placée autour de celle-ci, ce qui signifie que quelqu'un de l'association est arrivé, mais il n'y a pas encore de présence de tueur. Comme c'est la première fois qu'il entre dans une fissure magique, il est un peu nerveux et effrayé, mais il surmonte cela en réalisant qu'il doit sauver son frère. Au moment où il entre, le système est averti que quelqu'un essaie de nettoyer la fissure magique. Arata est stupéfait quand il voit à quoi ressemble l'intérieur de la fissure. On dirait un désert, ce qui est totalement différent du monde extérieur. Comme il n'a aucune idée de l'endroit où son frère peut se trouver, il décide qu'il doit aller plus loin. Soudain, il reçoit une notification de mission lui disant de vaincre le boss pour nettoyer la fissure. Puisqu'il y a un boss dans la fissure, il en déduit qu'il sera dans la partie la plus profonde de la fissure. Cependant, il sait qu'il rencontrera d'autres bêtes en chemin, et la question de savoir s'il peut les vaincre ou non lui trotte dans la tête. Momentanément,
une bête de niveau 3 apparaît devant lui. Il se souvient avoir vaincu une bête la veille, mais il ne le sait pas vraiment. Néanmoins, il en déduit qu'il n'a pas d'autre choix que de combattre la bête. Il accède à sa liste de compétences et sort la lame d'ombre. Arata est content de pouvoir y arriver. La bête charge vers Arata, mais il bloque la morsure du monstre avec son épée d'ombre. Arata lutte contre la bête en serrant les dents pour rassembler ses forces. Arata finit par être repoussé par la bête. Arata réalise enfin ce que signifie affronter des monstres. Il s'est entraîné avec son frère, mais cela lui montre que cela ne fait presque aucune différence contre les monstres. Néanmoins, il se ressaisit et foudroie la bête, la coupant en morceaux. Après avoir vaincu le monstre, il reçoit la notification qu'il est passé du niveau 3 au niveau 5. Avant qu'il ne puisse reprendre son souffle, une meute de monstres apparaît juste devant lui, envoyant une vague de peur à travers son corps. Erada n'arrive pas à croire qu'un donjon de rang bronze puisse produire un si grand nombre de monstres. Erada se demande s'il peut réellement affronter tous les monstres s'il l'attaque en même temps. Au lieu de laisser la peur de cela le paralyser, Erada était prêt à affronter les monstres. Il est convaincu qu'il a une chance contre les monstres s'il peut utiliser la compétence cassée qu'il a utilisée la veille. Au moment où les monstres se mettent à courir vers lui, Erada réalise qu'il est foutu parce qu'il ne sait même pas comment utiliser la compétence surpuissante. Juste au moment où il est sur le point d'être submergé, une puissance de feu massive apparaît et consume les monstres. Erada est choqué, et il entend une voix derrière lui poser des questions sur la nature de la compétence qu'il vient d'utiliser. Au lieu de répondre à la question, Arata est époustouflé par la puissance de feu écrasante dont il vient d'être témoin. L'inconnu regarde Arata comme s'il était une menace, et il révèle qu'il a reçu un appel de l'association concernant un tueur non identifié. Et à en juger par ce qu'il vient de voir, il suppose qu'Arata est le dit tueur. Arata jette un coup d'œil au type, et il en déduit que c'est un tueur doré qui possède l'attribut du feu. Le nouveau type est Ryokuji, et il est membre de la guilde de la Flamme du Lion. Il est accompagné de 2 autres tueurs, Shumakishima et Ayato Akaji, qui sont tous 2 des tueurs de rang argent. Arata se demande pourquoi le type est là puisqu'il est l'un des 5 grands rois. Certaines des bêtes interrompent la conversation, et Ryo les réduit en poussière avec colère d'un simple claquement de doigts, laissant un nuage de feu derrière lui juste pour qu'il puisse se faire remarquer devant notre MC. Cela arrive à Erada, qui est témoin de la puissance d'un tueur doré pour la première fois. Ryo s'approche de lui alors qu'il parle du nombre inhabituel de monstres présents dans la fissure, car il s'agit d'une fissure de rang bronze. Ryo pointe l'épée d'ombre d'Arata, lui demandant quelle est sa compétence. Cette question frappe Arata de nulle part car il se demande quelle est sa compétence. Il sait seulement que la compétence ne fait pas partie des 5 principaux attributs, mais il ne sait pas ce que c'est. Ryo devient encore plus curieux en disant qu'Arata est une personne bizarre qui manie également une compétence bizarre. Avec un visage sévère, Ryo lui demande ce qu'il fait à l'intérieur de la fissure. Erada comprend qu'il ne peut évidemment pas dire qu'il cherche son frère parce qu'ils vont simplement le marquer pour la subjugation aussi. Erada décide qu'il va juste ignorer la question et continuer à avancer. Erada se retourne en remerciant Ryo pour son aide tout en s'éloignant. Fondamentalement, les orbes sont comme un souhait ou une prière car ils résonnent avec la force de chacun pour produire un attribut au plus près de l'utilisateur. C'est une connaissance commune, mais Ryo n'en voit aucun signe chez Arata. Ryo l'arrête alors, disant qu'il a enfin compris qu'il est le tueur irrégulier dont il parle. Arata s'arrête pour se disputer avec Ryo, lui disant qu'il n'a aucune idée de ce qu'il entend par tueur irrégulier. Arata dit qu'il doit y aller, mais Ryo lui fait savoir qu'il a reçu l'ordre de l'association de l'amener pour l'interroger. Ryo exhorte Arata à ne pas le prendre personnellement alors qu'il fonce sur lui avec un coup de poing enflammé. Juste au moment où l'explosion de feu est sur le point de frapper, Arata couvre sa tête avec son épée pour bloquer l'attaque. Arata est sous le choc lorsque son ombre est brûlée par la puissance de feu écrasante de Ryo. Même Ryo est choqué de voir que l'épée a brûlé. Arata est forcé de mettre de la distance entre lui et Ryo, mais Ryo n'en a pas encore fini avec lui. Ryo dit à ses subordonnés de ne pas interférer car il commence à s'amuser contre Arata. Les deux reconnaissent l'ordre, mais en même temps, ils ont peur d'être réduits à néant si Ryo devient sérieux dans son combat contre Arata. Ryo ne perd pas de temps avant de lancer une nouvelle vague de boules de feu sur Arata. Arata réalise qu'il est en grave danger, et il court derrière un rocher pour se cacher de l'impact du feu. Lorsque le feu se calme, Ryo sourit et dit à Arata de se rendre pour éviter d'être transformé en cendre. Tout en se cachant derrière le rocher, Arata se rend compte qu'il ne reverra jamais son frère s'il est attrapé par Ryo. Juste à ce moment-là, Ryo saute dans les airs, et il lance une puissante boule de feu qui a la capacité de suivre Arata. Réalisant que se cacher ne le sauvera pas, Arata s'éloigne de l'endroit où il se trouve et parvient à esquiver le coup à temps. Ryo se tient fier, disant à Arata que se cacher ne l'aidera pas. Pendant que Ryo rit et se moque de lui, Arata cherche frénétiquement dans sa liste de compétences pour trouver quelque chose qui pourrait l'aider contre le fou seigneur du feu osé qui est après lui. Arata parvient à trouver une compétence qu'il croit sera utile. Arata se met alors sur ses pieds, et de sa position, Ryo peut sentir que quelque chose est différent chez lui. Arata étire ses mains vers l'avant, et Ryo lui fait savoir que quoi qu'il veuille faire est inutile contre lui.
Comme d'habitude, Ryo lance un barrage de boules de feu sur Arata. Juste au moment où les boules de feu sont sur le point d'atteindre Arata, il active son pouvoir et consomme les boules de feu. Cela lui laisse des séquelles, mais il reste debout, et Ryo se rend compte qu'Arata n'est pas qu'un simple faible. Cependant, Ryo lui montre une puissance de feu vraiment cool et puissante, et il exhorte Arata à se rendre pour éviter la mort. Arata dégaine une épée d'ombre plus longue tout en disant à Ryo que son frère l'attend, et qu'il ne peut pas être attrapé. La mention du mot frère touche Ryo, ce qui lui fait perdre sa concentration. Cela donne à Arata la chance de sauter vers lui. Au moment où Ryo revient à ses sens, Arata est déjà dans les airs, sautant vers lui avec son épée. Au dernier moment, Ryo est capable de bloquer l'attaque avec l'armure sur son poignet. Il parvient à tenir bon, mais il remarque que quelque chose a changé chez Erada. Après une courte confrontation, Erada reculé, sans autre conflit, dit à Ryo qu'il doit partir. Ryo est stupéfait par cela, et juste à ce moment-là, il dit à Arata qu'il devra vaincre le boss s'il est sûr qu'il a quelqu'un qu'il doit protéger. Arata est choqué quand il réalise que Ryo lui parle vraiment. Ryo continue en disant à Arata qu'il doit monter de niveau plus vite et l'exhorte à arrêter d'être imprudent car il va juste s'épuiser plus vite. Arata sourit et remercie Ryo pour ses conseils avant de s'enfuir. Ryo regarde Arata s'enfuir, et il affiche un sourire excité comme un père fier. Ses subordonnés accourent pour lui dire qu'ils se sont occupés de la bête dans la région, mais Ryo répond simplement qu'Arata est un gamin fougueux. Les deux sont choqués de voir que Ryo sourit, ce qui indique qu'il est de bonne humeur. Pendant ce temps, à la guilde de la marine, ils reçoivent un rapport d'une autre fissure magique. Le maître de guilde envoie ensuite l'un de ses tueurs d'argent, Aoi Ishika, pour éliminer la fissure. Contrairement à tout le monde, Ishika est excité d'aller au combat, et cela se voit sur son visage. Plus tard, Arata a été forcé de quitter la fissure parce que quelqu'un a vaincu le boss, et il a compris que c'était Ryo. Même avant que la fissure ne soit dégagée, Arata avait regardé autour de lui, mais il n'y avait aucun signe de son frère nulle part. Arata voit une annonce aux nouvelles, disant à tout le monde de faire un rapport s'il voit la bête magique. Voyant cela, Arata se rend compte qu'il ne peut compter sur personne pour l'aider, et il n'a pas d'autre choix que de tout faire par lui-même. Juste à ce moment-là, il reçoit l'alerte qu'une autre fissure magique s'ouvre dans le district 4. Comme d'habitude, les habitants de la région reçoivent une notification d'avertissement sur leur téléphone, les exhortant à quitter la zone touchée. Étant donné que le district est proche de l'endroit où il se trouve, Arata se rend compte qu'il doit aller voir. Il court vers la zone touchée, espérant que d'autres tueurs ne se présenteront pas avant lui. Il arrive et voit que c'est une fissure de rang bronze. Étant donné que la fissure n'a pas encore été dégagée, Arata espère que son frère est à l'intérieur de la fissure. Juste au moment où il est sur le point d'entrer dans la fissure, deux mecs de la guilde de la marine, Hanameda et Ishinari, se présentent, lui disant que la fissure est interdite. Les choses deviennent plus intenses lorsque les deux réalisent qu'Arata n'a pas d'insigne. Ils ne perdent pas de temps à le critiquer, le traitant de bas niveau qui n'a pas pu rejoindre une guilde. Ils l'appellent un tueur normal, et dans les rangs des tueurs, un tueur normal est au plus bas, tandis qu'un tueur de rang or est le plus élevé. Arata est complètement stupéfait par le culot des deux, et il se demande qui ils sont. Les deux continuent de bavarder, et ils révèlent que leur maître sera celui qui éliminera la fissure. À cause de cela, ils disent à Arata que personne d'autre n'est autorisé à entrer, surtout les déchets comme Arata. Arata est confus par ce dont parlent les deux, et il leur fait savoir qu'il a une raison pour laquelle il doit entrer rapidement dans la fissure. Les deux disent à Arata qu'ils se fichent de la raison d'Arata parce qu'ils ne vont pas l'autoriser à entrer. Ils vont encore plus loin lorsqu'ils attaquent Arata. Arata parvient à bouger avant d'être touché. Il maintient une posture passive tout en disant aux deux qu'il est pressé. Cependant, Arata décide finalement de leur montrer ce qu'est la douleur quand ils réalisent qu'ils ne vont pas reculer. Il s'arme de la lame d'ombre et fonce sur les deux, prêt à leur montrer ce qu'est vraiment la douleur. Soudain, il réalise qu'il ne peut pas bouger ses pieds, et quand il regarde vers le bas, il est coincé par un piège de boue tendu par les mecs agaçants. Avant qu'il ne le sache, il commence à s'enfoncer dans la boue, et il apprend bientôt qu'elle est sans fond, et qu'il va mourir s'il ne trouve pas un moyen de s'en sortir. Arata ne peut que regarder les deux sans pouvoir s'en sortir. Juste à ce moment-là, ils entendent une voix venant de derrière demandant aux deux intimidateurs ce qu'ils font à Arata. Ils se retournent, et la voix s'avère être Aoi Ishika. Les deux sont choqués de voir la dame car elle n'est pas censée être là. Aoi ne perd pas de temps en se tournant vers Arata pour le sauver en utilisant son pouvoir. Elle sort Arata de la boue en utilisant une vague d'eau. Aoi demande alors pourquoi des tueurs comme eux se battent entre eux. Toujours en train de reprendre son souffle, Arata dit à Aoi que Hanameda et Ishinari l'empêchent d'entrer dans la fissure. Aoi a entendu parler de tueurs qui entrent dans les fissures avant les enquêtes appropriées afin qu'ils puissent les conquérir eux-mêmes et prendre toutes les récompenses pour eux-mêmes. Et en regardant les deux, elle se rend compte qu'ils font partie des 10 tueurs. Les deux se rendent compte qu'Aoi va être un problème, et ils décident de l'arrêter quoi qu'il arrive. Ils sont confiants qu'ils peuvent la maîtriser puisqu'elle n'est qu'un tueur de soutien. Les deux n'hésitent pas avant de déchaîner leur pouvoir de glace sur elle, mais Aoi crée une barrière pour se protéger et protéger Arata. Après avoir dévié la première vague, Aoi se tourne vers Arata,
lui disant de combattre les deux pendant qu'elle le soutient. Arata est choqué d'entendre cela car il n'a jamais combattu personne auparavant. Mais puisqu'ils n'ont pas le choix, il décide de le faire. Aoi le remercie de sa coopération, et elle utilise une de ses compétences, Merlin Snell. Cela renforce immédiatement Arata, et il sent l'effet de la compétence alors qu'elle laisse tout son corps léger, différent d'avant. Aoi lui assure que se battre sera beaucoup plus facile qu'avant, il est donc libre d'abattre les délinquants pendant qu'elle le soutient avec ses compétences. Arata accepte volontiers, et il court vers les deux à une vitesse fulgurante. Les deux sont choqués car Arata est maintenant plus rapide qu'avant, et avant qu'ils ne puissent réagir, Arata les frappe avec sa lame de tueur de suie. Avec une seule frappe, il les abat. Arata ne ressent aucun retour de flamme sur lui, même après ce qu'il vient de faire, et quand il vérifie ses stats, il se rend compte qu'elles ont grimpé en flèche. Aoi lui crie dessus, lui demandant s'il a tailladé les deux, mais Arata lui fait savoir qu'il ne les a frappés qu'avec le dos de sa lame. Aoi est soulagée d'entendre cela, mais elle n'est pas contente que des mecs de sa guilde se ridiculisent. Arata remarque l'insigne de tueur d'eau sur sa poitrine, et il comprend qu'elle est également de la guilde Takatora. Les deux finissent par se présenter, et Aoi admet qu'Arata est décemment fort. Avant que les deux ne puissent avoir d'autres conversations, ils entendent les deux brutes se remettre sur leurs pieds pour s'enfuir. En s'enfuyant, ils mentionnent le nom de leur maître, qui s'avère être Takatora. Cela attire l'attention d'Arata, et Aoi s'y intéresse également. Elle révèle son plan de raconter au maître de guilde, Rei, ce que Takatora fait dans leur dos. Une fois les brutes partis, Aoi rappelle à Arata qu'ils doivent nettoyer la fissure. Arata hésite, mais Aoi lui fait savoir que les membres de la guilde arriveront bientôt. Cependant, elle peut toujours se battre à ses côtés jusque-là puisqu'elle a la permission de Rei de nettoyer la fissure. Arata est vraiment confus quand il entend ça. Aoi lui dit alors qu'il vaut mieux qu'il fasse équipe à cause des rapports selon lesquels les fissures de rang inférieur présentent des caractéristiques anormales. En plus de cela, Aoi est une tueuse de soutien, et Arata se souvient que le buff précédent d'Aoi était en fait cassé. Il a enfin la chance de remercier la dame, et Aoi lui demande à nouveau s'il est prêt à nettoyer la fissure avec elle. Puisque l'offre est trop belle pour être refusée, Arata décide d'accepter. Excités par leur dernière coopération, les deux entrent dans la fissure dans le but de la nettoyer. En entrant dans la fissure, Arata est choquée de voir qu'elle est totalement différente de la dernière. Elle ressemble plus à une grotte avec des endroits effrayants partout. Aoi lui fait savoir que l'intérieur d'une fissure est une dimension différente, c'est pourquoi ils ne savent généralement pas quel genre d'endroit ce sera. Aoi suggère qu'il soit prudent, et Erada le reconnaît. Alors qu'il marche plus loin, Erada commence à se rendre compte qu'il n'y a aucun signe de bête magique. Et en plus de cela, son grand frère est introuvable. Erada ne s'attendait pas à voir facilement son frère, mais puisqu'il a eu la chance d'entrer dans la fissure avec une tueuse de rang argent, il prévoit d'apprendre à se battre correctement tout en montant de niveau. Momentanément, il tombe sur un gobelin de niveau 5 qui a l'air affamé d'utiliser leur sang comme cocktail. Erada se souvient qu'il a eu du mal avec un gobelin la veille, même s'ils sont considérés comme les plus faibles parmi les bêtes magiques. Sans hésitation, Erada poursuit le gobelin et lui enlève proprement la tête. Erada sourit encore d'avoir vaincu le gobelin quand une armée entière d'entre eux se présente. La peur saisit Arata quand il voit combien ils sont nombreux. Il se demande s'il a vraiment ce qu'il faut pour vaincre les gobelins. Juste à ce moment-là, il est renforcé par Aoi, ce qui augmente ses stats comme d'habitude. Aoi lui sourit de derrière, lui disant de montrer au gobelin qui est le patron. Arata suit volontiers les instructions d'Aoi alors qu'il abat les gobelins sans pitié. Après avoir vaincu les troupes de gobelins, il passe du niveau 5 au niveau 6. Aoi le félicite pour le bon travail, lui disant qu'il devrait être facile de gérer les bêtes de rang bronze avec elle autour. Arata est d'accord avec elle, lui disant que son corps est plein de puissance, et Ao se vante de cela, disant à Arata qu'elle est appelée la cheville ouvrière du soutien arrière dans leur guilde. Soudain, Arata sent une présence inquiétante derrière eux. Il crie à Aoi, lui disant qu'il y a un danger derrière elle. Un gobelin se dirige vers elle, prêt à la taillader, mais le bouclier d'Aoi est capable de bloquer l'attaque. Aoi se retourne alors et, avec de la colère écrite sur tout son visage, fait exploser le gobelin. Arata est époustouflé quand il voit comment Aoi est capable de combiner plusieurs compétences en quelques secondes, ce qui montre à quel point elle est expérimentée. En plus d'être agile, elle peut également apporter un soutien à n'importe qui avec elle. Aoi remarque qu'Arata est perdu dans ses pensées, et elle le sort de sa zone, lui rappelant qu'ils doivent continuer à avancer. Arata voit déjà Aoi comme une idole, et il prévoit de monter de niveau afin de pouvoir être aussi fort qu'elle. Arata exprime son souhait de pouvoir protéger les gens comme elle le fait. Aoi sourit, lui faisant savoir que son rêve est bon. Cependant, elle lui dit qu'il devra vaincre les gobelins qui les ont encerclés. C'est alors qu'Arata réalise qu'ils sont au milieu d'une armée de gobelins. Il se demande combien de gobelins il doit combattre, mais il remarque qu'Aoi est plus calme que la glace. Comme avant, Aoi le renforce, lui disant d'abattre les gobelins. Arata apprécie le soutien qu'il reçoit d'Aoi, et cela lui procure un sentiment de détermination intérieure. Il s'en prend aux gobelins, et il commence à les abattre sans pitié. Alors qu'il soulage les gobelins de leur partie vitale,
il monte également de niveau. En un rien de temps, Arata a abattu toute l'armée de gobelins qui les entourait. La notification arrive alors, lui disant qu'il est passé du niveau 6 au niveau 10. Arata est surpris de voir cela, mais en récompense d'avoir atteint le niveau 10, Arata débloque une autre compétence, le canon explosif. Cependant, son excitation à l'idée d'acquérir une nouvelle compétence s'éteint lorsqu'une nouvelle fournée de monstres gobelins se présente. Cette fois-ci, ils sont venus avec une force plus importante qui a même envoyé des frissons dans le corps d'Aoi. Aoi dit à Arata que la seule chance qu'ils ont contre les gobelins est de les attaquer en premier. Aoi fait savoir à Arata que sa compétence est bizarre, mais elle lui demande s'il peut attaquer à distance car s'il ne le peut pas, ils vont simplement être envahis. En parlant d'une attaque à distance, Arata se souvient qu'il vient d'acquérir une nouvelle compétence, le canon explosif. Il se rend compte que la compétence est pour des situations comme celle-ci. Arata sélectionne la compétence, et il tire le canon sur les gobelins. Avec une seule explosion d'énergie magique de sa paume, il élimine quelques gobelins. Cependant, Arata ne s'arrête pas là car il continue de tirer avec le canon, et avant qu'il ne s'en rende compte, il a anéanti toute l'armée de gobelins. Aoi se tourne pour le regarder, et elle sourit. Arata sait ce que cela signifie, et il est heureux d'avoir pu répondre aux attentes d'Aoi. Aoi suggère alors qu'il se dirige vers les chambres du boss, et Arata ne s'y oppose pas. Juste à ce moment-là, il reçoit la notification qu'il est passé au niveau 12. Momentanément, ils arrivent dans la partie la plus profonde de la grotte, et Aoi dit à Arata qu'elle peut sentir le boss à l'intérieur de la grotte sombre. Elle exhorte Arata à être prudent alors qu'ils avancent. Arata est nerveux car c'est sa première fois, mais son devoir de protéger la fille avec lui est capable de surmonter sa peur. Il trouve vite le boss dans ses quartiers, et c'est un ogre effrayant de niveau 15. La bête descend de son trône et marmonne des mots dans la langue des bêtes magiques, mais Arata n'y comprend rien. Sans plus attendre, la bête magique lance un puissant éclair depuis son bâton. Aoi s'avance et dit à Arata de lui laisser gérer l'attaque. Utilisant l'une de ses compétences, elle crée un bouclier pour bloquer l'attaque, mais elle ne peut le maintenir que brièvement avant d'être jetée au sol. Aoi est choqué par l'intensité de l'éclair, car c'était censé être un boss de rang bronze. Le boss lance une autre attaque d'éclair, et Aoi fait savoir à Arata qu'ils ne pourront jamais s'approcher si le boss continue à lancer des attaques. Aoi explique à Arata son plan de se protéger contre les attaques pendant qu'Aoi lance une contre-attaque. Arata remarque que Aoi lutte, mais Aoi l'exhorte à ne pas s'inquiéter pour elle. L'idée d'être protégé par quelqu'un tout le temps énerve Arata, et il charge l'ogre pendant qu'il est occupé à tirer des attaques à longue portée sur Aoi. Une fois qu'il est en position idéale, il vise l'ogre et tire le canon explosif dessus. L'attaque d'Arata réussit à détruire l'arme de l'ogre, lui enlevant sa capacité à lancer des attaques à longue portée. Aoi se réjouit quand Arata réussit cela, mais l'ogre n'est pas content, et il jette son arme détruite sur Arata. Le lancer soudain et inattendu de l'ogre laisse Arata clairement exposé à l'attaque. Il essaie de bouger, mais il réalise juste à temps qu'il ne va pas y arriver. Avant même qu'il ait la chance de bouger, l'arme traverse son corps. Arata crache du sang de sa bouche alors qu'il s'écrase au sol. Aoi n'hésite pas avant de se précipiter vers lui pour voir comment il va. Elle crée un bouclier autour d'eux, et elle commence à soigner Arata en utilisant une autre de ses compétences. En un rien de temps, la blessure sur son corps commence à se refermer, et Arata tousse avant de finalement pouvoir s'asseoir. Aoi lui fait savoir que ce qu'elle vient de faire est du premier secours, et elle lui demande s'il peut encore bouger. Arata la remercie pour son aide et lui assure qu'il peut encore bouger. Les deux sont choqués quand l'ogre recommence à les charger. Arata n'arrive pas à croire qu'une si grande créature soit aussi agile, et elle se dirige droit vers eux. L'ogre vise à les frapper au sol en balançant son bras sur eux, mais la barrière d'Aoi réussit à le bloquer. Elle lutte contre la puissance de l'ogre, et Arata réalise qu'il pourrait aussi bien être fini s'ils ne peuvent pas vaincre l'ogre aussi vite qu'ils le peuvent. Arata est attentif et réalise qu'il y a une petite ouverture sur le cou de l'ogre que son armure ne couvre pas. Il comprend que viser cet endroit l'aidera à vaincre l'ogre. Comme avant, Aoi occupe l'ogre pendant qu'Arata essaie de se mettre en position idéale. Cette fois-ci, l'ogre sent ce qu'il est sur le point de faire, et il détourne son attention d'Aoi. Il lance un coup de poing à Arata, et juste au moment où il est sur le point d'être touché, Arata trouve une ouverture parfaite au niveau du cou de l'ogre, et il tire son canon droit dessus. Cela blesse l'ogre, le forçant à se mettre à genoux, et Aoi crie à Arata, lui disant de finir l'ogre. Arata sort sa lame d'ombre avec la détermination qu'il ne veut pas être protégé tout le temps. Avant qu'il ne balance son épée, Aoi ne reste pas inactive et lui fournit du jus. Arata sourit quand il reçoit les améliorations d'Aoi. Arata court sur l'ogre et saute en l'air en mettant toute son énergie dans le coup. La puissance du coup est capable de décapiter l'ogre et de le laisser sans tête. Du sang gicle partout alors que l'ogre perd contre notre MC. Arata fixe le plafond de la grotte, et il reçoit la notification qu'il est passé au niveau supérieur une fois de plus. EOY sourit alors qu'elle se précipite vers Arata en levant la main pour un high five. Arata est content et surpris en même temps, mais il rend le geste. Étant donné que le boss a été vaincu, la fissure commence à s'effondrer, et les deux s'enfuient avant de devenir des victimes dans la fissure.
Les deux sortent à peine de la fissure avant qu'elle ne se disperse. Arata réalise qu'il n'a pas trouvé son frère, mais il réussit à devenir plus fort. Il pense à cela quand il tombe à genoux d'épuisement. Aoi remarque que le type est gravement blessé, et elle lui prend la main, lui disant de la suivre. Arata se demande s'il est à nouveau traîné à l'infirmerie. Au lieu de l'infirmerie, Aoi l'emmène au bâtiment de la guilde de la marine. Elle l'emmène dans la salle d'attente et lui donne des vêtements dans lesquels il peut se changer. Elle sort ensuite, disant à Arata qu'elle doit d'abord faire un rapport. 15 minutes plus tard, Arata se demande pourquoi la fille prend autant de temps. Il décide de sortir de la pièce pour voir ce qui se passe. Juste au moment où il quitte la pièce, une fille courant vers lui trébuche et manque de tomber, mais Arata l'aide à se relever. Arata est sur le point de faire plus ample connaissance avec elle quand il réalise quelque chose d'important. Arata met rapidement fin à toute conversation sur la vie amoureuse qui pourrait vouloir commencer à se développer, et il court vers l'entrée. Après avoir aidé la fille, il lui vient à l'esprit qu'elle est la maîtresse de la guilde de la marine, et Arata ne peut pas se permettre de la laisser l'interroger. Rei, de son côté, se demande pourquoi le type s'enfuit d'elle. Elle hausse les épaules et se dirige vers la salle de conférence où Aoi l'attend. Rei l'accueille avec plaisir, mais Aoi coupe toute familiarité et lui fait savoir qu'il y a quelque chose qu'elle doit lui dire. Elle déverse immédiatement sa frustration concernant ce que Takatora fait dans leur dos. Rei est obligé de lui dire de se calmer alors qu'elle continue à se défouler. Aoi se calme ensuite pour expliquer la situation à Rei. Aoi dit ensuite à Rei que Takatora utilise les fissures à son avantage. Rei est surprise d'entendre cela, et elle décide qu'elle devra s'occuper de lui elle-même. Cependant, elle est toujours inquiète pour Arata, qu'elle a croisé plus tôt. Le lendemain, Arata s'estime heureux d'avoir échappé à Rei tout en priant pour qu'elle ne se méfie pas de lui. Il marche dans une ruelle quand il voit des tueurs en difficulté contre une bête magique tout en essayant de protéger un enfant à côté de lui. La bête magique est un monstre à deux têtes avec une puissance de feu, mais Arata n'hésite pas alors qu'il se précipite vers la bête magique. Arata atteint le monstre, et avec un coup de poing puissant imprégné de son pouvoir d'ombre, il brise l'attaque de feu de la bête. Le tueur, qui protégeait l'enfant, est choqué de voir un camarade aussi puissant, ce qui l'amène à se demander s'il est un tueur. Arata ne gaspille pas l'occasion d'exploiter une ferme, et il sort sa longue épée d'ombre. Le tueur est choqué de voir cela car il n'a jamais vu ce type de pouvoir auparavant. Arata est maintenant face à face avec la bête tout en protégeant les enfants. La bête court sur Arata, mais il maintient une position de poussée parfaite. Et avec juste une frappe, il abat la bête terrifiante. À son insu, il est observé par un tueur qui s'est quelque peu intéressé à Arata. Au quartier général japonais de l'association des tueurs, les 5 rois sont présents pour une réunion. De la guilde Seiwa se trouve Junosuke Doju, Ryokuji de la guilde Léon Flamme, Rei Izaki de la guilde Nevi, Takuto Najihara de la guilde Jade Sky et Shion Inomori de la guilde Kaizen. Doju s'adresse à eux et souligne la première chose à l'ordre du jour, qui est le nombre inhabituel de fissures qui sont apparues partout. Ryo est d'accord avec lui, disant qu'un rang bronze est devenu incontrôlable récemment, ce qui a fini par libérer un tas de bêtes magiques. Rei ajoute qu'il y a aussi des cas où des boss apparaissent dans les fissures, et ils sont plus forts que le rang qui leur est assigné. Ryo se fiche de savoir s'ils sont anormaux, car il considère cela comme un entraînement normal pour les Slayers. Takuto sourit en entendant le point de vue de Ryo sur la question, disant que Ryo est beaucoup plus négligent à ce sujet. Cela agace Ryo, et il se lève avec colère pour réprimander Takuto. Ryo affirme que sa guilde a fait plus que la guilde de Takuto, mais Takuto reste calme en ignorant Ryo jusqu'à ce qu'il retourne à son siège. Étant donné que l'incident ne s'est produit que récemment, Rei se demande quel pourrait être le problème. Doju dit qu'il pourrait y avoir quelque chose qui change du côté des bêtes magiques, ce qui provoque des pics inhabituels dans l'émergence des fissures. Cependant, il fait savoir à ses camarades que quel que soit le changement, cela les mènera à la vérité. Il leur dit de lui signaler tout changement mineur, et ils reconnaissent tous l'ordre. Après cela, Doju aborde le sujet du slayer irrégulier qui va d'une fissure à l'autre sans s'inscrire comme un slayer approprié. Doju dit que personne ne connaît sa raison de faire cela, mais il soupçonne que le changement ne se produit pas seulement pour les bêtes magiques, mais aussi pour les slayers. Rei dit alors à ses camarades que quelqu'un comme le slayer décrit s'est présenté à sa guilde, et Aoi a mentionné que ses compétences étaient totalement différentes de ce qu'elle savait. Mais avant que Rei puisse lui parler, il a disparu. Pendant ce temps, Takuto est le type qui regardait le slayer depuis un toit, mais il décide de ne rien partager avec ses camarades. Rei dit alors à ses collègues que le slayer non identifié pourrait croire que ses compétences sont uniques et différentes, c'est pourquoi il n'appartient à aucune guilde. Lorsque Rei fait cette observation, Takuto intervient en disant qu'il est possible qu'Arata soit une bête magique. Reo le fait taire immédiatement, lui disant d'arrêter de dire des bêtises tout en défendant Arata. Reo est choqué de voir que Reo l'a rencontré, et Reo ne le cache plus. Il leur dit que le gamin est assez fort, mais il n'y a aucun moyen qu'il soit une bête magique. Takuto rit alors quand il entend cela, et il révèle qu'il plaisantait. Doju dit alors à ses camarades que l'ordre de capturer Arata est facultatif car ils n'ont pas encore la preuve pour émettre un mandat d'arrêt contre lui. Shion prend enfin la parole, et elle dit à ses camarades que puisqu'Arata n'est pas prêt à entrer,
ils n'ont aucune raison de s'acharner sur lui. Après avoir donné sa première opinion lors de la réunion, Xion se lève pour partir comme la méchante qu'elle est. Elle prétend qu'elle a une réunion d'équipe à laquelle elle doit assister. Elle arrive à la porte et remarque la caméra assise en haut. Elle n'a aucune idée de ce que c'est, mais à son insu et à celui du reste de l'équipe, Takatora est celui qui les regarde à l'aide de la caméra qu'il a soigneusement placée dans la pièce. D'après ce que Takatora a vu, il se rend compte qu'Arata est une préoccupation pour les 5 rois, et il pense à le capturer afin que son influence au sein de l'association puisse augmenter. De plus, il n'y aura plus de chaos, et il aurait fait d'une pierre deux coups. Il comprend qu'il a besoin d'informations s'il veut capturer l'irrégulier. Avec les informations dont il dispose, il pense qu'Arata a acquis la compétence unique de la lumière tandis que son frère a subi une transformation de bête magique. Avec ces deux facteurs en place, Takatora comprend où Arata apparaîtra ensuite. Il se lève de son siège et décide qu'il doit s'occuper d'Arata avant qu'il ne soit trop tard. Plus tard, Arata trouve des gens fuyant une fissure magique, mais il court vers elle à la place. Juste au moment où il est sur le point d'atteindre la fissure, il est intercepté par Takatora qui est entièrement vêtu d'une armure de Slayer tout en arborant un sourire agaçant. Takatora se moque d'Arata pour sa détermination à s'accrocher à la vie, mais il lui fait savoir qu'il est là pour l'attraper et le ramener à l'association. Il exhorte Arata à le suivre tranquillement, mais Arata lui crie de ne pas se mettre en travers de son chemin. Takatura se moque d'Arata à propos de son frère qui s'est transformé en une bête magique et qui court partout. Takatura rit au visage d'Arata tout en lui disant qu'il va tuer son frère. La rage s'empare d'Arata, et il tire son canon à rafale sur Takatura. Takatura n'a pas l'air effrayé alors que l'attaque arrive sur lui, et il consomme facilement l'attaque d'Arata avec un seul tir. Arata est choqué, mais il refuse de reculer alors qu'il sort sa lame d'ombre. Il se précipite vers Takatura, mais il est tout simplement trop lent pour Takatura. Takatura lance une attaque à longue portée pour essayer de consumer Arata. Arata est obligé d'utiliser son épée pour bloquer l'attaque, mais il ne parvient pas à résister à toute la puissance de l'attaque, et il est jeté au sol de douleur. Takatura ne perd pas de temps à se moquer d'Arata, lui disant que son pouvoir est unique uniquement parce qu'on n'en a jamais entendu parler auparavant, mais qu'il est plutôt faible. Arata parvient à se relever en se demandant ce qui pourrait clocher puisqu'il est censé avoir amélioré son canon à rafale et sa lame d'ombre flamboyante. Il commence à se demander s'il ne peut pas gagner contre un Slayer d'or quoi qu'il fasse. Même face à la défaite, Arata parvient toujours à se relever. Takatura est surpris de voir que le gamin a encore de la force en lui. Arata déclenche alors une compétence appelée Obscurité de Suie, et cela crée une fumée noire. Takatura ne bouge pas de là où il est car il croit qu'Arata ne crée rien de plus qu'un écran de fumée. Il se demande ce qu'Arata essaie de faire, mais soudain, une attaque d'ombre arrive sur son cou. Il parvient à peine à la bloquer avec ses pouvoirs, et il coupe avec colère d'autres attaques étranges qui pourraient venir pour lui. Lorsque la fumée se dissipe un peu, il voit Arata charger vers lui. Arata le coupe presque, mais Takatora bloque facilement le coup. Arata lui fait savoir qu'il a atteint la fin de la ligne, mais Takatora argumente avec lui disant qu'il continuera à grandir jusqu'à ce qu'il devienne l'un des 5 rois. De plus, il veut s'emparer de la guilde de la marine tout en obtenant le contrôle total de l'association. Arata argumente avec lui disant qu'il ne va pas rester là à ne rien faire et laisser cela se produire car il n'est pas quelqu'un qui est apte à être l'un des 5 rois. Takatora repousse Arata tout en lui disant de rester à sa place, qui est parmi les bas-fonds. Takatora sort sa lame de glace, disant à Arata son plan de le sacrifier avec elle. Il se moque d'Arata, lui disant que son épée n'est pas de taille pour la sienne, mais Arata répond douloureusement que l'orbe que Takatora utilise lui appartenait à l'origine. Arata dit que son grand frère serait toujours humain si Takatura n'avait pas volé l'orbe. Arata libère avec colère une aura sombre de son corps quand il se souvient que Takatura est à blâmer pour tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Arata se précipite avec colère sur Takatura, et il essaie de le taillader, mais il le bloque. Takatora remarque qu'Arata est devenu un peu plus puissant qu'avant, mais même avec cela, il pense qu'il n'est pas de taille pour lui. Takatora repousse Arata tout en l'exhortant à venir tranquillement. Takatora montre à quel point il peut être mortel lorsqu'il libère une compétence puissante, la prison de l'empereur de glace. Toute la zone se fige et Arata se retrouve piégé dans la glace. Les mouvements d'Arata sont limités, et Takatora libère de puissants glaçons pour l'achever. Sans aucun moyen d'esquiver l'attaque, Arata est assommé. Takatura se moque toujours de lui pour s'être évanoui à cause d'une attaque qui n'est même pas sa meilleure. Il pointe son épée sur Arata, prêt à l'achever afin de pouvoir raconter à l'association le mensonge qu'il veut. Juste au moment où il est sur le point de le tuer, il est frappé par une attaque de glace qui l'arrête. Cela le choque, et quand il se retourne, il voit Rei et Aoi le regarder avec dégoût. Rei mentionne comment Takatora a causé des problèmes, et elle lui demande pourquoi il se bat en public pendant la journée. Takatora est choqué de voir le maître de guilde, et elle révèle qu'elle l'a observé. Rei voit maintenant que Takatora a tendance à faire ce qu'il veut chaque fois qu'elle n'est pas là. Takatora essaie de justifier ce qu'il a fait en disant qu'Arata est un irrégulier, mais Rei lui fait savoir que cela ne lui donne pas le droit de le frapper. Aoi s'approche d'Arata pour l'aider, et dans son état de faiblesse, Arata voit Rei, et il la reconnaît de la guilde.
Aoi utilise ses compétences sur Arata, et elle le guérit. Arata ouvre enfin les yeux et voit Aoi à ses côtés, ce qui le surprend. Il essaie de bouger, mais Aoi l'exhorte à ne pas le faire car ses blessures ne feraient que se rouvrir. Arata montre sa haine envers Takatora en criant qu'il ne lui pardonnera jamais, mais après avoir dit cela, il s'évanouit. Takatora dit alors aux filles qu'elles iront à l'encontre de l'association si elles prévoient de soigner Arata et de le prendre sous leur aile. Rei dit alors à Takatora que l'association n'a pas encore déposé d'ordre d'arrestation. Puisque c'est le cas, elle prévoit de demander l'autorisation de le placer sous la surveillance de la Navy Guild. Takatora veut argumenter, mais Rei l'exhorte à ne pas le faire, lui disant qu'elle et Aoi seront chargés de prendre soin d'Arata. Takatora rappelle alors à Rei qu'il est aussi un Slayer d'or comme elle. Rei lui demande ce qu'il veut dire par là, et Takatora suggère qu'ils étendent la guilde tout en travaillant ensemble. Il prévoit de soutenir la guilde avec sa société Goto. Rei fait savoir au type sa position en lui disant de ne pas s'approcher d'elle. Takatora est forcé de reculer, mais il dit à Rei qu'elle reviendra en courant quand elle verra à quel point il est cool. Rei est dégoûtée par la présence de Takatora, et elle dit à Aoi d'emmener Arata à l'infirmerie, et elle promet d'être là bientôt. Momentanément, Arata se réveille à l'infirmerie de la Navy Guild. Il essaie de se lever du lit, mais Aoi est là pour l'arrêter, lui disant qu'elle a beaucoup de questions à lui poser. Juste à ce moment-là, Aoi dit qu'elle a un mauvais pressentiment parce que Rei n'est pas encore arrivé. Elle quitte la pièce en disant à Erada de rester sur le lit et de ne plus oser s'enfuir. Aoi se précipite dans le couloir, et elle trouve bientôt Rei, qui prétend s'être perdu en essayant de localiser l'infirmerie. Elle la prend par la main tout en la grondant pour s'être égarée. Aoi n'arrive pas à croire que même avec la force de Rei, elle est totalement désespérée quand il s'agit de s'orienter. Les deux retournent ensuite à l'infirmerie, et dès qu'elles entrent, Aoi demande à Arata pourquoi il s'est enfui de la guilde la dernière fois et pourquoi il se battait aussi contre Takatora. Arata bégaye en essayant de répondre, et Rei lui fait savoir qu'il peut être protégé s'il s'inscrit auprès de la guilde. En plus de cela, il va obtenir d'autres avantages, mais elle se demande pourquoi il ne s'inscrit pas. Arata refuse toujours de dire quoi que ce soit, et Rei lui fait savoir que quoi qu'il arrive, il sera placé sous surveillance, mais ils ne vont pas essayer de contrôler sa vie. Après avoir dit tout cela, Rei lui demande s'il est prêt à parler. Arata ouvre la bouche pour parler, mais il se tait à nouveau. Il se rend compte qu'il pourrait finir par mettre son frère en danger s'il dit quoi que ce soit. Réalisant qu'il n'est pas prêt à parler, Rei décide de reculer, et elle dit aux deux qu'il est temps pour eux de partir. Arata est confus, mais Aoi se réjouit en entendant cela. Plus tard dans la nuit, Erada se retrouve à visiter un restaurant avec les filles. Il est surpris d'avoir pu facilement se sortir du pétrin de tout à l'heure. Aoi lui dit qu'il se bat depuis quelques jours, et même s'il est bon d'être un bourreau de travail, elle lui fait savoir qu'il est bon pour lui de faire des pauses. Le son de ceci plaît à Arata, qui se rend compte qu'il n'a pas mangé un repas correct depuis des lustres. Devant lui se trouvent de bons plats et de la viande qu'il peut facilement grignoter. Il décide qu'il va juste se reposer un peu avant de repartir à la recherche de son frère. Aoi l'exhorte à manger autant qu'il veut car la guilde paiera pour tout. Arata est surpris de voir un si beau geste venant des dames. Il se rend compte qu'elles l'ont aidé à maintes reprises, mais il n'a rien fait en retour pour elle. Il se demande s'il est normal pour lui d'accepter la nourriture, mais il se rend vite compte qu'il ne peut même plus se retenir de la nourriture. Arata se jette immédiatement sur la nourriture et remercie les deux pour leur aide. Des larmes coulent de ses yeux alors qu'il savoure un bon repas et ce qui peut être considéré comme pour toujours. Les filles se joignent également à lui pour manger, et elles ont l'air heureuses de le faire. Erada se demande s'il aurait jamais eu la chance de s'asseoir avec les filles s'il n'avait pas eu l'orbe. Après avoir mangé un peu, Rei décide de poser quelques questions à Erada. Elle lui fait savoir qu'il est également libre de lui demander ce qu'il veut. La première chose qu'elle lui demande est de savoir s'il est devenu un Slayer récemment. Aoi sur le côté taquine Arata, lui disant qu'il a de la chance d'avoir une conversation en tête-à-tête avec Rei car les gens de la guilde ont rarement cette chance. Arata décide alors de surfer sur cette vague, et il dit à Rei qu'il a une chose à lui demander. Il demande à Rei comment la guilde localise les fissures magiques. Il demande parce qu'il veut être à une fissure avant que Takatora ne puisse y arriver. Rei révèle alors qu'ils prédisent les fissures tout comme ils prédisent les tremblements de terre. Elle explique qu'ils analysent des facteurs tels que le géomagnétisme, la gravité et les cycles des perturbations de champs passés, qu'ils combinent pour obtenir un emplacement approximatif de l'endroit où une fissure magique s'ouvrira. Cependant, la précision est généralement d'environ 60%. Aoi peut voir Rei sourire autour d'Erata, ce qu'elle considère comme très inhabituel. Soudain, Rei reçoit une notification sur son téléphone lui indiquant qu'une fissure magique se produira près du bâtiment LK dans l'heure. D'après l'évaluation qu'ils ont vue, il semble que la fissure sera une fissure de classe argent. Rei s'inquiète en voyant cela, et elle dit aux deux qu'ils n'ont plus le temps de rester assis à manger. Elle pense que des monstres de haut rang apparaîtront dans la fissure. Elle se tourne vers Aoi qui propose immédiatement d'y aller. Sans hésitation, Arata dit aussi qu'il aimerait y aller. Parce qu'Aoi l'accompagnera, Rei fait savoir à Arata qu'elle l'autorisera à aller à la fissure. Cependant, elle l'exhorte à ne pas baisser sa garde car cela pourrait se retourner contre lui.
Arata assure à la dame qu'il va faire attention. Au fond de lui, Arata se convainc qu'il devrait être capable de gérer une fissure de rang argent puisqu'il a progressé. Aoi et Arata se dirigent ensuite vers la destination prévue où la fissure apparaîtra. Comme prévu, ils voient la faille s'ouvrir, et comme prévu, elle s'est avérée être une fissure de rang argent. Aoi peut sentir l'excitation chez Erada, et elle lui demande s'il va bien. Erada assure à la dame qu'il va bien et qu'il peut facilement affronter la fissure. Erada et Aoi courent ensuite dans la fissure pour essayer de la dégager. Cette fois-ci, ils se retrouvent à l'intérieur de ruines. Arata est obligé de demander ce qui constitue les fissures. Aoi dit que c'est un endroit où vivent les bêtes, mais personne ne peut affirmer avec certitude que c'est tout ce qu'il y a. Aoi dit que les fissures disparaissent lorsque le boss est vaincu, mais elle est presque sûre qu'il y a des endroits qui ne disparaissent pas. Arata est choqué d'entendre l'avis d'Aoi à ce sujet. Arata parle toujours du fait qu'il n'y a pas d'ennemis à proximité lorsqu'il entend soudainement quelque chose s'approcher d'eux. Avant que les deux ne sachent ce qui se passe, un ver des sables de niveau 25 apparaît sous eux. Il montre sa grande gueule recouverte de grandes dents, et il replonge soudainement dans le sable. Aoi dit à Arata qu'ils ont juste besoin d'écouter attentivement le ver des sables. Aoi se concentre sur son ouïe, et elle est capable de comprendre que le ver des sables les vise avant qu'ils n'émergent du sable. Elle ajoute ensuite qu'il y en a plusieurs. En gros, ils sont encerclés avant même de le savoir. Aoi est confuse et ne sait pas quoi faire, mais Arata lui dit de ne pas trop s'inquiéter. Arata pose sa main sur le sol et libère la suie pour sentir les vibrations dans le sable. Grâce à cela, Arata est sûr de pouvoir sentir d'où le ver des sables essaie de s'approcher. Comme il s'y attendait, il est capable de localiser précisément l'endroit où le ver des sables va sortir. Au moment où le ver des sables émerge avec sa tête, Arata a déjà sa lame d'ombre prête. Il tranche la tête du ver des sables, et il se rend compte qu'il lui sera facile d'affronter les vers des sables tant qu'il saura d'où ils vont émerger. Ai est impressionné par ce qu'Arata vient de faire, et elle compare ça à un jeu de taux. Arata révèle qu'il pensait à ce qu'il pourrait faire pendant tout le temps qu'il a passé à se rétablir à l'infirmerie. Arata explique qu'il avait déjà envisagé qu'il devrait être capable de se connecter à la suie s'il la répandait finement. Comme il ne pouvait pas quitter le lit d'hôpital, c'est tout ce qu'il faisait comme entraînement. Arata est content que tout se soit bien passé même si c'est sa première fois. Arata a également compris qu'il peut utiliser la suie de tellement de façons, qui ne se limite pas au combat. Aoi le félicite pour son ingéniosité et dit qu'ils pourront très bien gérer les vers des sables. Arata continue ensuite avec la même stratégie, et en un rien de temps, il a éliminé tous les vers des sables, ne laissant que le boss pêcheur. Cependant, il dit à Aoi de ne pas baisser sa garde. Ils arrivent à ce qui semble être une tombe, et Aoi exhorte Arata à rester sur ses gardes car elle sent quelque chose d'étrange. Elle n'a pas fini de dire cela qu'un dard avec une aura terrifiante émerge du sable derrière eux. Arata pense au début que c'est un autre ver, mais Aoi lui fait savoir qu'il se trompe. Elle lui dit qu'ils vont supplier pour leur vie s'ils sont touchés par le dard. Juste à ce moment-là, le dard réapparaît derrière Arata, mais cette fois-ci, il est prêt. Avant que le dard ne puisse l'atteindre, il se retourne et le tranche avec sa lame d'ombre. Arata révèle que la bête perd son temps si elle pense pouvoir se cacher sous le sable car il a déjà envoyé sa suie profondément dans le sol comme il l'a fait auparavant. Aoi félicite Arata pour sa sage décision d'avoir répandu la suie à l'avance. Aoi admet qu'Arata est devenu plus fort. Arata admet également qu'il est devenu plus fort. Et pas seulement ça, Aoi est aussi avec lui. Il se rend compte qu'avec ses statistiques actuelles, il devrait être capable de se battre contre des rangs argent ou même plus élevés. Soudain, le boss de la fissure décide enfin de se révéler, et il s'avère que c'est un scorpion de la mort de niveau 29 agacé. Arata a réussi à couper son dard plus tôt, mais il est toujours dangereux, grâce aux énormes griffes qu'il possède. Le scorpion balance une de ses griffes sur eux, mais Aoi vient à la rescousse en la bloquant avec son bouclier. Cependant, Aoi lutte contre la puissance du scorpion, et Arata le remarque. Arata se rend compte qu'il doit aider avant que la situation ne devienne désespérée. Il charge vers le scorpion, mais le scorpion le remarque et le coupe presque en deux avec son autre griffe. Grâce à son agilité, il est capable d'esquiver le coup. Soudain, Arata se retrouve à léviter dans le ciel, et c'est grâce à une plateforme aquatique créée pour lui par Aoi. Elle l'exhorte à utiliser la plateforme pour essayer de prendre l'avantage sur le scorpion géant et terrifiant. Arata remercie la fille, et il en fait bon usage en sautant dessus et en coupant la tête du scorpion, faisant couler du sang vers partout. Aoi marche avec enthousiasme vers Arata, révélant son soulagement qu'ils aient pu vaincre le scorpion. Arata est également content, et il dit à la dame qu'ils peuvent enfin rentrer chez eux. Juste à ce moment-là, Aoi souligne que quelque chose ne va pas dans toute cette histoire. Elle souligne le fait que la notification de fin n'apparaît pas, ce qui ne s'est jamais produit auparavant. Étant donné qu'ils ont vaincu le boss, la fissure aurait déjà dû commencer à disparaître, mais ce n'est pas le cas. Erada finit par comprendre ce qu'Aoi essaie de dire, et il lui demande s'il est possible qu'une fissure ne se referme pas. Soudain, Arata sent une présence inquiétante, et ce qui suit est une voix provenant d'une figure effrayante assise à côté d'eux. Le type a de longues oreilles, et une aura violet foncé émane de son corps comme un démon. Le type effrayant raconte à quel point c'était amusant de les regarder battre le scorpion.
Arata et Aoi sont choqués de voir une bête magique même s'ils ont éliminé le boss de la fissure. Ce qui les choque le plus, c'est le fait que la bête magique puisse parler. Le type révèle ensuite à quel point il aime contrôler les bêtes pour éliminer les tueurs. C'est alors qu'Aoi réalise que la bête magique qui leur parlait était celle qui contrôlait le boss de la fissure, ce qui est totalement inouï. La bête magique décide alors de montrer aux deux ce dont il est capable. Comme les griffes du scorpion traînent encore, il utilise son pouvoir pour commencer à contrôler le scorpion, lui disant de se battre jusqu'au bout. C'est alors qu'Arata réalise que le type peut contrôler les monstres même lorsqu'ils sont en morceaux. Le scorpion charge sur les deux, et ils lancent frénétiquement leurs attaques à longue portée pour démanteler le scorpion. Le type n'est pas impressionné par la performance du scorpion, et il suggère que les deux deviennent plutôt ses marionnettes. Aoi ne peut que se demander contre quoi ils se sont retrouvés à se battre. D'un claquement de doigts, le type effrayant ouvre une fissure, et il leur dit qu'ils sont libres d'entrer. Il promet de leur réserver un accueil grandiose s'ils le suivent. Erada n'arrive pas à croire qu'ils viennent de tomber sur une fissure à l'intérieur d'une autre fissure. Erada se rend compte que le type détourne la fissure et rassemble les boss. Yohei dit à Erada que la fissure devant eux semble être la base principale. La fissure semble plus dangereuse que toutes les autres fissures qu'ils ont rencontrées, mais Aoi se rend compte qu'ils doivent entrer pour vaincre le type s'ils veulent fermer la fissure originale. Ils finissent par comprendre que la vraie bataille est sur le point de commencer. Les deux entrent dans la fissure même s'ils sont nerveux. La fissure ressemble à un château, et Erada se demande si elle est reliée au monde humain. Pendant ce temps, ils sont surveillés d'en haut sans même s'en rendre compte. Soudain, la bête magique au-dessus d'eux se précipite vers Erada avec une épée prête à le décapiter. Cependant, Erada se retourne juste à temps et tire son canon dans la poitrine de la bête, l'éliminant finalement en créant un grand trou dans sa poitrine. Juste à ce moment-là, les deux remarquent qu'ils sont entourés d'une horde de monstres qui semblent être des monstres de classe boss, et ils sont tous sous le contrôle du type. Erada n'arrive pas à croire à quel point le type était honté de transformer d'autres monstres en ses marionnettes. Aoi dit à Erada qu'ils sont peut-être assez forts pour battre tous les monstres. Erada sort son épée et en abat un tas, mais il ne cesse de l'attaquer. Au moment où ils réalisent qu'ils sont fatigués, ils se rendent compte qu'ils doivent ignorer les autres monstres de classe boss et se concentrer sur la défaite du type principal. Aoi indique où ils doivent aller, et les deux foncent dans cette direction tandis que les autres marionnettes courent après eux. Ils réussissent à atteindre le trône où le type est assis et les attend. Même s'ils ont réussi à l'atteindre, il a des chevaliers terrifiants qui se tiennent à côté de lui, et ils ont tous les deux des épées géantes avec eux. Le type leur dit qu'ils ont peut-être éliminé la plupart de ses marionnettes, mais qu'il en a encore beaucoup en réserve. Yohei souligne alors le fait qu'ils vont le tuer car sa fin entraînera également la fin de ses soi-disant marionnettes. Le type se moque d'eux, leur disant qu'ils ne peuvent que se vanter, mais qu'ils ne sont que des déchets pour lui. Arata lui demande alors pourquoi il se donne tant de mal à rassembler des bêtes magiques, et le type répond que c'est amusant pour lui. Il considère que faire des autres bêtes ses marionnettes et pouvoir les contrôler à volonté est la meilleure chose qui soit. Il dit ensuite que les humains sont les mêmes pour lui, c'est pourquoi il veut transformer Arata et Aoi en ses marionnettes. Comme il est fort, il croit qu'il a le droit de s'attaquer aux faibles. Arata décide alors de lui poser la grande question. Il veut savoir s'il existe un moyen de ramener à la normale un humain qui s'est transformé en bête magique. Aoi est choqué par cette question, mais le grand méchant comprend immédiatement qu'il y a une personne qu'Arata veut ramener à la normale. Arata lui redemande avec colère, et le type fait savoir à Arata qu'il pourrait être disposé à le dire s'il parvient à le vaincre. Juste à ce moment-là, le type libère son pouvoir, qui lui permet de contrôler le sang. Du sang aiguisé comme des projectiles visait Arata, et il a réussi à en bloquer la plupart avec son pouvoir. Cependant, il est touché par le reste. Alors qu'il est encore aux prises avec l'attaque de sang, l'un des chevaliers l'atteint. Arata regarde le chevalier balancer son épée, prêt à l'éliminer, mais Aoi vient à son secours comme d'habitude. Elle crée un bouclier pour protéger Arata et bloquer l'attaque du chevalier. Cependant, cela seul a un coup énorme sur le corps d'Aoi. Arata court pour voir comment elle va, mais elle lui assure qu'elle va bien, même si elle n'a clairement pas l'air d'aller bien. Aoi exhorte ensuite Arata à achever le grand méchant pendant qu'elle s'occupe des chevaliers. Erada promet d'éliminer le démon, et il fonce sur lui avec la détermination qu'il ne peut pas permettre à Aoi d'être blessée plus qu'elle ne l'est actuellement. Aoi lance un sort de guérison sur elle-même pour l'aider à bouger un peu afin qu'elle puisse gérer les chevaliers et se regrouper avec Erada. Aoi sait que sa seule chance est d'éliminer toutes les bêtes en même temps, et il n'y a qu'une seule façon de le faire. Elle met tout ce qu'elle a dans la seule compétence qui, selon elle, peut l'aider. Elle se charge et libère une puissante explosion d'énergie qui démantèle les chevaliers. Cependant, les chevaliers se réorganisent une fois de plus, mais Aoi n'est pas surprise car elle se doutait déjà que quelque chose de tel allait se produire. Aoi est prête à affronter les chevaliers avec l'énergie qui lui reste à l'intérieur. Alors qu'Arata se précipite vers le grand méchant, le démon remarque qu'Arata arrête son saignement en mélangeant de la suie avec son sang pour le coaguler. Le démon considère cela comme une très belle astuce, et il sourit en demandant à Arata s'il vient du même monde que lui. Arata est choqué d'entendre cela, et il comprend que le type parle de sa compétence unique. Au lieu de trop parler, le démon suggère qu'ils terminent leur combat.
Il veut voir ce qui est le plus fort entre son sang et la suie d'Arata. Le démon libère son sang sur Arata, mais Arata disperse le sang avec son canon solaire explosif. Le démon essaie alors une autre astuce. Il lance un fouet de sang sur Arata, attendant de voir comment il va le gérer. Arata est capable de le trancher avec sa lame d'ombre, et ce niveau d'intensité d'Arata excite le démon. Il continue à lancer le fouet de sang sur Arata, mais il continue à le bloquer. Il taquine Arata, lui disant de libérer tout ce qu'il a. Arata, d'un autre côté, comprend que le démon ne fera que l'épuiser avec la façon dont le combat se déroule. Le démon se moque alors à nouveau d'Arata, lui disant qu'il n'est qu'un combattant ennuyeux. Le démon va ensuite plus loin en disant à Arata qu'il pourrait s'en prendre à Aoi une fois qu'il en aura fini avec lui. Le démon dirige ensuite son attaque de sang vers Aoi, qui a déjà fort à faire contre les chevaliers. Arata se retourne pour crier le nom d'Aoi, mais à ce moment-là, il sent une lance de sang l'empaler par derrière. Il est confus et stupéfait par cela alors qu'il crache du sang. Il s'écrase au sol, et le démon se moque de lui pour avoir détourné le regard pendant la bataille. Le démon se prépare alors à transformer Arata en sa marionnette, comme il l'avait promis. Il pointe son pic de sang sur Arata, mais Aoi parvient d'une manière ou d'une autre à l'atteindre et à le protéger une fois de plus. Le démon est furieux qu'Aoi gâche son plaisir, et Aoi admet que le démon est plutôt bon pour l'avoir mis Arata à terre. Au lieu de se disputer avec le démon, Aoi commence à guérir Arata avec ses pouvoirs sans le lui faire savoir. Lorsque le démon comprend cela, il se moque d'Aoi, lui disant qu'Arata est mort parce qu'il la protégeait, mais lui fait savoir qu'il n'est pas nécessaire qu'elle le guérisse. Les mots du démon lui transpercent la poitrine lorsqu'elle entend quelle est la raison pour laquelle Arata est mort. Cela lui rappelle comment un monstre a éliminé sa sœur, Minato, juste devant elle. Aoi veut se perdre dans le processus, mais elle parvient à se calmer en réalisant que le démon essaie seulement de l'atteindre. Elle comprend qu'elle a juste besoin de traîner jusqu'à ce qu'Arata se rétablisse. Comme Aoi n'est pas prête à abandonner Arata, le démon décide de jouer avec eux deux. Il lance son fouet de sang sur Aoi, mais elle bloque l'attaque avec son bouclier d'eau. Le démon se moque d'elle quand il réalise qu'elle utilise des attributs d'eau. Il continue d'attaquer, mais Aoi bloque tout, disant au démon que son attribut d'eau existe pour empêcher le sang de couler. Apparemment, son attribut d'eau a ce qu'il faut pour se mélanger à n'importe quoi, c'est pourquoi il est idéal pour le soutien. Elle s'entraîne en heures supplémentaires juste pour maîtriser ses rôles de soutien. Juste à ce moment-là, le démon réalise qu'Aoi dilue l'intensité de son sang en le mélangeant à de l'eau. Le démon ne s'en soucie pas vraiment, et il comprend qu'il doit juste saigner davantage. Aoi sait qu'elle finira par être submergée par le pouvoir du démon si cela continue comme ça. Juste à ce moment-là, Arata reprend conscience, et Aoi ne perd pas de temps à lui passer une bulle d'eau. Elle lui dit de mélanger la bulle d'eau avec de la suie pour changer la donne. Arata fait ce qu'on lui dit, mais le démon se moque d'eux, leur disant que quoi qu'ils fassent, ils n'ont aucune chance. Le démon libère son fouet de sang comme d'habitude, mais cette fois, Arata le rencontre à mi-chemin avec de la suie alimentée par des particules d'eau. Cela consume son sang, le choquant. À son insu, l'eau est la chose la plus adaptable, et elle amplifie facilement le pouvoir. Aoi quitte alors le combat à Arata, et elle l'exhorte à vaincre le démon. Arata ne perd pas de temps et court vers le démon. Utilisant sa lame d'ombre, il tranche le démon directement sur la poitrine. Le sang coule partout, et le démon ressent l'impact de ce qu'Arata a fait. Il s'écrase au sol en tenant sa poitrine de douleur. Il admet qu'Arata s'est surpassé en tant que premier humain qui lui a causé de la douleur. Le démon ne peut pas croire que c'est lui qui a toujours l'avantage, mais tout est sur le point de basculer. Le démon connu sous le nom de Valgad a un flashback du moment où il était sur le point de quitter son domaine. Son subordonné lui a dit alors de ne pas partir, mais il a insisté. Et avant de partir, on a dit à Valgad que la seule chose qu'il avait ignorée reviendrait le mordre au cul. Valgad est surpris que tout se passe exactement comme son subordonné l'avait dit. Arata exige alors qu'il lui apprenne comment faire revenir les humains des bêtes magiques. Valgad se moque d'Arata, affirmant qu'il a dit qu'il ne le dirait que s'il gagnait. Arata est enragé, et il lui crie dessus tout en exigeant qu'il lui dise comment transformer son frère en humain. Valgad prend une profonde inspiration, comme s'il voulait dire quelque chose d'important à Arata, mais il change d'avis et se met à rire de lui, disant que c'est impossible. Valda affirme qu'il est impossible pour un humain de redevenir normal une fois qu'il s'est transformé en bête magique. Le visage d'Arata pâlit sous le choc et la déception. Valda n'hésite pas à s'en servir pour se moquer de lui. Arata regarde avec horreur Valda mourir et se transformer en poussière devant lui. Arata saute ensuite du niveau 15 au niveau 21, mais il reste immobile. Aoi se tient derrière lui et lui demande s'il va bien. Juste à ce moment-là, un objet est tombé, et Aoi l'a ramassé tout en attirant l'attention d'Arata sur lui. Apparemment, un objet n'était jamais tombé auparavant après un combat. Aoi dit à Arata qu'il pourrait acquérir une compétence spéciale en utilisant l'objet. Elle le lui transmet pour qu'il l'utilise, et lorsqu'il le récupère, il se rend compte qu'il s'agit d'une compétence. Vassalisation. Arata se rend compte qu'il s'agit de la même compétence que celle que Valgar utilisait, mais il ne semble pas intéressé. Le système l'informe que la compétence lui permet de ressusciter n'importe quel individu décédé en tant que vassal et de le contrôler.
Cependant, les vassaux ressuscités ne conservent pas leur capacité, ce qui signifie qu'ils n'obéiront qu'à la volonté de leur maître. Momentanément, Arata et Aoi retournent dans le monde réel après la dispersion de la fissure. Arata n'a pas l'air d'un gagnant, mais plutôt d'un perdant. Ce que Valgad a dit continue de résonner dans sa tête, mais il ne veut pas croire qu'il n'y a pas d'issue. Aoi sent ce qui se passe dans sa tête, et elle l'exhorte à se calmer, lui assurant qu'il doit y avoir un moyen de s'en sortir s'ils travaillent ensemble. Arata révèle alors qu'il a toujours le désir de sauver son frère, même s'il ne peut pas le ramener à sa forme humaine. Lorsqu'ils sont retournés à la guilde, Aoi a rapporté tout ce qui s'était passé à Rei. Elle compatit avec Arata, et elle comprend que le pouvoir d'Arata partage la même origine que celui de Valgo. Aoi suggère alors de capturer le frère d'Erada et de le mettre sous surveillance. Aoi fait savoir à Rei qu'Erada ne blessera jamais les gens, même s'ils partagent le même pouvoir que les bêtes magiques. Aoi assure à Rei qu'elle le sait bien en combattant aux côtés d'Erada, et même si cela devait arriver, elle fait savoir à Rei qu'elle arrêtera Arata elle-même. Réalisant la détermination d'Aoi, Rei accepte, mais dit à Aoi de laisser Arata et de le laisser se reposer. Elle fait savoir à Aoi qu'elle consultera l'association au sujet de sa proposition. Pendant ce temps, Arata retourne dans son ancienne maison. Tout l'appartement ressemble à un appartement de rat, comme si aucun humain n'y avait jamais vécu auparavant. Arata se promène dans la maison avec la réalisation que son frère ne reviendra peut-être jamais à la maison. Arata pense à son frère lorsqu'une fissure s'ouvre soudainement juste devant lui. Erada est choqué qu'une fissure s'ouvre à l'intérieur de la maison. Le fait que la fissure se soit ouverte dans sa chambre le fait se demander si son frère est à l'intérieur de la fissure. Il entre lentement dans la fissure, et l'intérieur de la fissure choque Erada car il a l'air familier. Sans trop réfléchir, il décide d'explorer avant toute chose. Après avoir marché pendant quelques minutes, il se demande pourquoi rien ne se passe. Il atteint bientôt un endroit où il semble que le sol ait été détruit par la force brute. Il se dirige vers une porte, mais lorsqu'il essaie de l'ouvrir, il se rend compte qu'il ne peut pas car un bois la bloque. Il sort sa lame et détruit la porte avec. Il entre dans la pièce, et à sa grande surprise, il y trouve son frère. Son frère s'est transformé en un boss de niveau 38, et il ne semble pas savoir qui est Arata. Arata, d'un autre côté, commence à pleurer parce qu'il a enfin retrouvé son frère. Il dit à son frère qu'il le cherche depuis longtemps et qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il se cache dans un tel endroit. Arata agit avec désinvolture devant la bête, s'adressant à lui comme son frère et l'exhortant à rentrer à la maison avec lui. Cependant, son frère se retourne et le frappe avec une explosion d'énergie qui le fait s'écraser contre le mur. Arata ne veut pas se battre contre son frère, et il essaie de lui dire que c'est lui. Son frère essaie de l'attaquer à nouveau, mais Arata saute sur son épaule pour essayer de lui faire entendre raison, espérant qu'il pourra l'atteindre. Les choses empirent alors qu'Arata est repoussé comme s'il était un déchet. Arata s'écrase au sol alors qu'il se demande si son frère s'est vraiment transformé en bête magique. Soudain, il se souvient de la compétence de vassalisation qu'il a acquise après avoir vaincu Valgad. Cependant, la condition pour utiliser la compétence est que son frère soit mort. Alors qu'il est encore en train de réfléchir à ce qu'il doit faire, son frère le frappe à nouveau. Arata s'écrase au sol et refuse de se relever parce qu'il se sent coupable de ne pas avoir pu sauver son frère. Son frère se précipite vers lui, et juste au moment où il est sur le point d'achever Arata, il est touché par une attaque d'eau qui l'envoie voler au sol. Arata se remet sur pied, choqué, se demandant ce qui vient d'arriver à son grand frère. Juste à ce moment-là, il entend la voix de Takatura derrière lui qui le traite de loser pathétique. Takatura se présente comme un héros et dit qu'il est là pour sauver Arata. Arata saute immédiatement entre le type et son frère, lui disant de ne pas interférer dans le combat. Takatura est furieux qu'Arata essaie de protéger une bête magique, mais il lui vient soudain à l'esprit que le frère d'Arata est la bête magique. Arata interroge Takatora et lui demande pourquoi il est là. Takatora ne cache pas le fait qu'il a surveillé les mouvements d'Arata. Il lui fait savoir que tant qu'il est affilié à la guilde de la marine, tout ce qu'il fait ne lui est pas caché. Essayant de protéger son frère, Arata sort sa lame d'ombre. Takatura libère sa lame de glace, disant à Arata qu'il a maintenant une excuse pour le tuer sans que personne ne se plaigne puisqu'il a choisi de protéger une bête magique. Takatura avoue qu'il va mettre fin à la vie d'Arata sous le prétexte de la justice. Arata balance avec colère son épée sur Takatura, mais il bloque facilement l'attaque. Takatura lui demande s'il a ce qu'il faut pour protéger la bête magique, mais Arata se dispute avec lui, lui disant que son frère n'est pas une bête magique. Takatura lance alors une attaque à longue portée qui traque le frère d'Arata. Inquiet pour son frère, Arata se retourne pour voir s'il est blessé, mais Takatura se moque de lui pour s'être retourné dans le feu de l'action. Enragé, Arata essaie d'abattre Takatura, mais Takatora disperse facilement toutes ses attaques tout en lui disant de ne pas devenir prétentieux. Takatora se moque d'Arata, lui disant qu'il va le découper avec son frère. Arata est repoussé vers l'arrière, mais il continue de défendre son frère, disant qu'il n'est pas une bête magique. Arata est prêt à défendre son frère jour et nuit à cause des souvenirs qu'ils ont partagés ensemble. Arata révèle la détermination qu'il a lorsqu'il s'agit de protéger son frère. Il court à nouveau sur Takatora, et cette fois, son attaque semble être plus puissante.
Takatora ressent la chaleur, ce qui le force à sauter en arrière. Néanmoins, Takatora continue de se moquer d'Arata pour être une personne pauvre comme un clochard. Il fait savoir à Arata que c'est la fin pour lui et sa famille, et Arata lui demande ce qu'il entend par là. Takatura se moque alors d'Arata, lui disant qu'il y avait 2 autres bêtes magiques, et par là, il fait référence aux parents d'Arata. Il révèle qu'il a déjà tué ses parents, et il n'a aucun regret à ce sujet car il les a même utilisés pour gagner des points d'expérience. C'en est assez pour rendre Arata fou, et il libère une puissante aura de son corps. Mais Takatura ne s'inquiète pas en disant à Arata qu'il ne lui montrera aucune pitié. Takatura envoie sa technique de glace mortelle après Arata. Une bête de glace à 3 têtes glisse vers lui, et Arata se prépare à affronter la bête. Il balance son épée si fort qu'il parvient à abattre 2 des têtes, mais il en rate une. Takatora admet qu'Arata est devenu plus fort, mais ce n'est toujours pas suffisant. La dernière tête arrive en volant sur Arata, et Arata se rend compte qu'il n'a même pas l'agilité nécessaire pour s'échapper. Juste au moment où il est sur le point d'être touché, son frère saute pour le protéger. Son frère fracasse la dernière tête, choquant Arata. Son frère ne s'arrête pas là, il court vers Takatura et le frappe si fort qu'il est projeté contre le mur. Arata est stupéfait quand il voit ça, se demandant si son frère est capable de comprendre qui est l'ennemi. Takatura est maintenant confronté au frère d'Arata, et même Takatura est surpris par ce qui se passe. Il refuse de croire qu'une bête puisse protéger un humain. Au lieu de trop s'en soucier, Takatora décide qu'il va tuer Arata et son frère. Arata se dit qu'il pourrait avoir une chance s'il parvient à restreindre les mouvements de Takatora. Il se souvient de ce qu'il a fait avec la bulle d'eau d'Aoi, et il décide de refaire la même chose. Il place sa main sur le sol et libère la suie. Takatora suppose qu'il crée un écran de fumée comme avant, et il essaie de contrer cela avec ses pouvoirs d'eau. Mais avant qu'il ne s'en rende compte, la suie se mélange à l'eau pour créer un fluide collant. Takatura se retrouve piégé dans le fluide, et Arata est heureux que son petit plan ait fonctionné. Arata pense qu'il a vu l'occasion idéale d'abattre Takatura. Il se jette sur lui, mais avant même de pouvoir l'atteindre, Takatura disperse le fluide collant. Takatora se prépare à abattre Arata, mais soudain, son frère apparaît derrière lui. Avant qu'il ne puisse réagir, le frère d'Arata frappe ses mains ensemble pour attraper Takatora, ce qui provoque une forte explosion. Arata est choqué et excité que son frère ait réussi à vaincre Takatora. Irada est sur le point de se détendre quand il voit soudain son frère cracher du sang. Le visage d'Irada s'illumine d'horreur alors qu'il regarde Takatura émerger des ombres et abattre son frère comme s'il était en tissu. Irada hurle d'horreur, mais il est déjà trop tard, car Takatura abat son frère jusqu'à son âme. Irada tombe à genoux alors que son frère se transforme en poussière juste devant lui. Il ne veut toujours pas y croire jusqu'à ce que la notification arrive que la fissure a été effacée. Irada retourne dans sa chambre en larmes tandis que Takatora se tient au-dessus de lui rappelant qu'il lui avait déjà dit de ne pas être prétentieux. Il continue de se moquer d'Arata, lui disant qu'apprendre une compétence ne signifie pas qu'il peut gagner. Arata murmure alors une seule phrase, et c'est lui qui dit à Takatura qu'il va le tuer. Les larmes coulant sur son visage, Arata se lève, et une aura sombre et effrayante tourbillonne autour de lui. Toute la pièce est remplie d'ombres sombres, et Takatora peut le sentir. Néanmoins, il n'a pas peur car ce n'est pas la première fois qu'Arata agit cool, et il l'a remis sur ses fesses. Takatora fait savoir à Arata qu'il va l'achever d'un seul coup. Avant même qu'il ne puisse bouger, Takatura se retrouve englouti par la suie. Avant qu'il ne puisse réagir, Arata balance son épée si fort qu'elle fait sortir Takatura de la pièce. Takatura tombe au sol avec une douleur qui rampe sur tout son corps, tout en se demandant comment il perd contre Arata. Arata s'approche de lui disant qu'il ne sera jamais satisfait, peu importe combien de fois il le tue. Takatura n'arrive pas à croire qu'il a réellement des frissons à cause d'un mec qu'il considérait comme faible. Cependant, il se relève avec l'intention d'achever Arata. Il active son attaque ultime, mais cette fois-ci, Arata la consomme avec son pouvoir d'ombre. Avant que Takatura ne s'en rende compte, il est cloué au sol par les nombreuses lames et armes d'Arata. Arata ne se ressemble plus alors qu'il s'approche de Takatura, lui demandant s'il a déjà fini de se battre. La peur commence à s'insinuer, et Takatura se rend compte qu'il doit s'échapper. Cela ne fait qu'énerver Arata, et il libère une aura puissante qui met totalement Takatura KO. Il est sur le point de l'achever quand le bouclier d'Aoi apparaît au-dessus de Takatura pour le protéger. Aoi apparaît sur les lieux, disant à Arata qu'elle ne va jamais lui permettre de toucher Takatora. Aoi peut sentir l'immense pouvoir qui émane de l'aura d'Arata. La barrière d'Aoi ne semble pas suffisante car la lame d'ombre d'Arata la traverse. Aoi est touché au bras, ce qui lui cause une douleur intense. Aoi se demande quel genre de pouvoir Arata manie à l'intérieur. Même si elle n'a aucune chance contre Arata, elle se lève quand même pour défendre Takatura et empêcher Arata de le tuer. Aoi se rend compte qu'il n'a aucune chance contre Arata. Aoi a peur que les choses tournent mal si Irada augmente son aura. Allongé faiblement, Takatora se moque d'Irada et d'Aoi, leur disant que l'association prendra le relais une fois qu'ils se rendront compte que les choses vont mal. Aoi, d'un autre côté, pense à la façon dont elle veut ramener Irada à son état normal. Aoi ne parvient pas à arrêter Arata alors qu'il libère plus d'aura dans l'environnement,
ce qui finit par détruire les bâtiments voisins. Rei regarde ça depuis son bureau, et elle décide qu'il est temps pour elle d'intervenir et de maîtriser Arata. À la Jade Sky Guild, Takuto a obtenu des informations sur l'état hors de contrôle d'Arata. Il décide qu'il est temps qu'il intervienne et retire Arata de la rue. Arata continue de libérer une aura puissante dans les environs. Il cible Aoi, et juste au moment où il est sur le point de l'achever, Rei apparaît. Elle bloque la frappe d'Arata avec son pouvoir, et elle s'excuse auprès d'Aoi d'être en retard. Rei la place doucement sur le sol, et elle l'encourage à se reposer pendant qu'elle combat Arata. Rei se rend compte que quelque chose a dû déclencher le pouvoir et la rage d'Erada, c'est pourquoi il est totalement hors de contrôle. Juste à ce moment-là, Takuto apparaît sur les lieux. Il est excité d'affronter Erada, mais Rei essaie de l'arrêter. Takuto révèle que l'association a un point de vue différent de la façon dont il voit les choses. Quand Rei entend cela, elle demande à Takuto ce que l'association prévoit de faire, mais il refuse de répondre à la question. Takuto mentionne que Rei et Aoi semblent déjà être attachés à Arata. Rei soutient qu'elle ne fait que ce que les autres maîtres de guilde feront. Les deux se disputent encore quand Arata essaie d'attaquer Takuto par derrière. Rei lui crie dessus pour le prévenir, mais Takuto n'a pas l'air d'avoir peur. Arata balance son épée frénétiquement pour essayer d'atteindre Takuto, mais soudain, la présence de Takuto se transforme en pétale. Cela choque Rei. Mais avant que quiconque ne puisse réagir à nouveau, Takuto frappe Arata avec sa compétence, la danse éthérée. Cela met Arata KO, mais Rei est choquée car elle ne s'attendait pas à ce que la compétence de Takuto élimine facilement Arata. Rei révèle immédiatement sa position, disant à Takuto qu'elle ne le laissera pas tuer Erada si c'est son plan. Takuto sourit en assurant à Rei qu'il n'a pas l'intention de tuer Erada. Takuto révèle qu'il ne voudrait pas tuer quelqu'un qui est enveloppé de mystère. Arata se relève et lâche un grand cri, et au moment où il fait cela, il commence à puiser de l'énergie. Takuto n'est pas surpris car il soupçonnait déjà qu'Arata puisait son énergie sur des bêtes magiques. Arata tourne son attention vers Takuto et essaie de manifester un tas d'armes pour le tuer, mais il reste debout. Takuto est impressionné, mais en même temps, il se rend compte qu'Arata n'a pas encore le contrôle total de son pouvoir et qu'il le laisse simplement se déchaîner. Takuto fixe Rei, lui disant qu'il est prêt à enfin abattre Arata. Rei s'intéresse davantage à ce que veut l'association, mais Takuto n'a pas de réponse à cela. Tout son corps est enveloppé d'une aura verte alors qu'il se prépare à éliminer Arata. Avant qu'Arata ne s'en rende compte, le pouvoir de Takuto le retient. Avant que Rei ne commence à s'inquiéter, Takuto lui assure qu'Arata n'est pas mort mais qu'il dort. Sur ce, Takuto disparaît avec le corps d'Arata. Une fois les deux partis, Rei craint que le pire n'arrive à Arata à l'association. Juste à ce moment-là, et revient sur les lieux après être parti aider les civils à évacuer. Elle est choquée quand il n'y a aucun signe d'Erada nulle part. Rei a du mal à révéler qu'Erada a été emmené. Quand Erada se réveille, il se retrouve ligoté. Il se demande encore où il est quand un type, qui ressemble à un maniaque, apparaît. Il a un fouet avec lui, et il sourit en disant à Erada qu'il est sur le point de commencer avec lui. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.